Extrait de Les communistes et l'État par Lucien Sève et François Hincker. Arrivé à Pétrograd quelques semaines après la révolution de mars, Lénine découvre une situation profondément originale, caractérisée par la dualité du pouvoir, c'est-à-dire qu'à côté du gouvernement provisoire, du gouvernement de la bourgeoisie, il s'est formé un autre gouvernement, faible encore, embryonnaire, mais qui n'en a pas moins une existence réelle, et qui grandit. Ce sont les soviets des députés ouvriers et soldats. Ce pouvoir des soviets, il faut le développer et le gagner à la cause prolétarienne pour ouvrir la voie à la révolution socialiste. Ce n'est pas facile, car une formidable vague petite bourgeoise a tout submergé. Elle a écrasé le prolétariat conscient non seulement par le nombre, mais aussi par son idéologie. Mais il y a une autre circonstance qui fournit la clé du problème et dicte la stratégie à adopter. C'est que la Russie est aujourd'hui, de tous les pays belligérants, le pays le plus libre du monde, offrant un maximum de possibilités légales, et où ce qu'il y a à vaincre n'est plus une violente armée, mais la confiance irraisonnée des masses à l'égard du gouvernement des capitalistes, ces pires ennemis de la paix et du socialisme. Conclusion, l'heure n'est absolument pas à l'insurrection révolutionnaire, mais à un patient travail d'explication et d'organisation dans les masses pour conquérir la majorité au sein des soviets, auxquels il s'agit de faire passer tout le pouvoir. Paradoxalement, c'est la ligne tracée par Engels en 1895, dans des conditions tout autres, qui vient à l'ordre du jour. Il faut savoir compléter et corriger les vieilles formules, écrit Lénine. Par exemple, celle du bolchevisme, car si elles se sont révélées justes dans l'ensemble, leur application concrète s'est révélée différente. Et on le voit mettre au premier plan de ses préoccupations tout au long de mai et de juin 1917, la lutte contre la violence, tenue pour une faute capitale, mieux, dénoncée comme le piège par excellence tendu aux masses par l'adversaire de classe. Politique fructueuse qui permet de commencer à éclairer les masses, à dissiper les illusions petites bourgeoises à l'égard du gouvernement provisoire, à modifier le rapport de force en faveur des bolcheviks. Début mai, Lénine n'a plus de doute. Une voie nouvelle, imprévue, s'ouvre à la révolution russe. Le passage de tout le pouvoir aux mains de la majorité véritable du peuple, c'est-à-dire des ouvriers et des paysans pauvres, ne peut nulle part s'effectuer aussi facilement et aussi pacifiquement qu'en Russie. Voilà le grand mot avancé, avec une hardiesse de pensée qui, replacée dans son contexte, apparaît extraordinaire. On devine que pour un certain nombre de révolutionnaires et même de bolcheviks, ce virage à 180 degrés est difficile à accepter, voire à comprendre. Lénine ne fuit pas le débat. Certains camarades, écrit-il, en arrivent à se demander si nous ne nous sommes pas reniés. Nous prêchions la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile, et voilà que nous parlons contre nous-mêmes. Eh bien oui, répond-il, dans cette période de transition, la guerre civile se transforme pour nous en une propagande de classe pacifique, longue et patiente. Certes, le tournant de mi-juillet où la contre-révolution enhardie par la passivité des soviets s'empare du pouvoir paraît anéantir tous les espoirs de développement pacifique de la révolution. Mais fin août, la rébellion du général Kornilov vient souligner la faiblesse du gouvernement Kérenski, incapable de résoudre en rien les problèmes dramatiques que connaît la Russie, à commencer par ceux de la guerre et de la famine. Lénine revient alors avec force à la ligne d'avant juillet, sans hésiter devant le compromis avec les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, pour profiter de cette possibilité extrêmement rare et extrêmement précieuse du développement pacifique de la révolution. C'est en suivant cette politique exemple d'étroitesse à un point extrême que les bolcheviks en septembre conquièrent la majorité dans les soviets décisifs de Pétrograd et de Moscou. La majorité du peuple est pour nous, peut écrire Lénine fin septembre. Donc le développement pacifique de la révolution est possible et vraisemblable, si tout le pouvoir est transmis aux soviets. Perd-il de vue la résistance inévitable de la bourgeoisie ? Nullement. Pour que cette résistance en arrivât à la guerre civile, il faudrait aux masses capables de faire la guerre aux soviets et de les vaincre. Or, ces masses, la bourgeoisie ne les a pas
et elle ne peut les trouver nulle part. Il ne cesse d'y revenir jusqu'à la mi-octobre. Pourtant, malgré ses efforts pathétiques pour convaincre qu'il faut sur le champ prendre le pouvoir, l'esprit d'hésitation persiste dans les soviets. La révolution est perdue si le gouvernement Kéranski n'est pas renversé dans un proche avenir par les prolétaires et les soldats. Il devient donc vital de brusquer les choses par l'insurrection. Encore a-t-elle toute chance d'être des plus brèves et des moins sanglantes grâce précisément à cette utilisation à la limite du possible de la stratégie du passage pacifique. Le succès de la révolution dépend de 2 ou 3 jours de lutte. On sait que c'est bien ainsi que les choses se sont passées le 7 novembre 1917.